Salut. Salut. De retour en français. Yes. Avec un mot en anglais. Yes. Donc, Comment allez-vous? très bien, très bien. Content d'être là. Merci pour l'invitation. Bah top. Du coup, normalement, on a fait un petit message pour le français. Si vous voulez faire le même, vous pouvez. On est en français pendant un peu moins longtemps, pendant 30 minutes. On va essayer. Et pour répondre un peu à toutes les potentielles interrogations qui restent, ou pour certains Frenchies qui n'auraient pas compris en anglais, si vous avez plus de précisions ou des questions que j'ai pu rater, je suis désolée. On va recommencer comme au début de l'anglais, mais en français. Switch into French. Est-ce que vous pouvez nous présenter Aquaverse en 2 minutes et en français? Je l'ai fait tout à l'heure. Je le fais. Je vous avoue que c'est perturbant de revivre 2 fois la même chose en anglais puis en français. Ouais. Tout à fait. Mais non, du coup, Aquaverse, c'est l'objectif d'Aquaverse, c'est de dépolluer les océans de la micropollution grâce à l'aquaculture d'éponges de mer. Les éponges, c'est quelque chose de magique. Une éponge qui tient dans une main, elle est capable de filtrer 10 000 litres d'eau par jour et du coup de bioaccumuler tout ce qui va être métaux lourds et microplastiques et filtrer les bactéries et les virus. Et on a connecté ce business-là, enfin l'idée qu'on avait de ce business qu'on a monté il y a 3-4 ans sur la vente d'éponges et la recherche et le développement de ces produits et services. On a relié ça avec tout un écosystème blockchain, avec notre première collection d'NFT, notre token qui va arriver demain. Et l'objectif, c'est de créer un vrai cercle virtueux qui finance et qui valorise des projets à impact environnemental positif. Donc, ça ressemble beaucoup à l'ambition de Cardashift. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est que les gens qui détiennent un de nos NFT ont un droit de regard et peuvent investir sur nos projets et à la fin de la chaîne, récupérer des bénéfices sur la rentabilité de la vente de nos produits et services et détenir de l'impact, si on arrive à le mesurer assez précisément pour le tokeniser, détenir directement l'impact qu'ils auront financé. Hyper clair. Trop cool. Et du coup, j'espère que n'hésitez vraiment pas à poser plein de questions dans le chat en français, même si c'est des questions que vous avez des projets en anglais. Je pense que la team Aquaverse sera bien de les traduire de l'anglais au français et répéter même en français. Salut tout le monde, ouais. Du coup, alors, avant de se lancer dans une question hyper technique, Lilian, peut-être est-ce que vous pouvez nous raconter à peu près, en gros, ce qui est capable, je vais la pour moi, mais qu'est-ce que c'est une éponge, qu'est-ce que c'est capable de faire, et comment ça marche dans votre écosystème, en fait. Enfin, voilà, j'ai vu que vous allez utiliser le mot aquaculture, mais c'est pas une aquaculture, du coup. Voilà. Vas-y. Ouais, une éponge de mer, en fait, ça vit dans les fonds marins. Bob l'éponge s'est vraiment inspiré de ça. Le créateur de Bob l'éponge, Stefan Hindenburg, était biologiste marin. Il s'est inspiré des éponges de mer pour faire son personnage. Et en fait, les éponges de mer, naturellement, c'est présent pour filtrer. C'est un peu le rein des océans, en fait. Ça filtre l'eau de la matière organique et ça transforme cette matière organique qui peut être des fesses de poissons, etc., ou de d'autres espèces autour. Ça les transforme en nutriments pour d'autres espèces. Donc, en fait, ça crée ce qu'on appelle la boucle de l'éponge, qui est hyper importante dans l'écosystème. Et en fait, ces éponges de mer-là, on a découvert qu'elles pouvaient dépolluer, donc bioaccumuler, c'est ça le terme technique, mais accumuler des métaux lourds, des microplastiques, des bactéries, des virus qui sont mauvaises dans certaines conditions, certains environnements. Et en même temps, on a découvert aussi qu'une éponge, on peut la couper en plusieurs morceaux. Chaque morceau peut repousser tout seul. Et en repoussant, ça va filtrer l'eau de mer. Donc, on peut en produire et dépolluer en même temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, mais... Ok. Ça peut dépolluer quoi? Comme j'ai vraiment dit. Ça peut filtrer quoi? Qu'est-ce que ça retire Si on dit des exemples très, très précis, on a, par exemple, si on parle de virus et bactéries, il y a des études qui montrent qu'on est capable d'éradiquer en quelques heures 98% d'Escherichia coli, par exemple un virus, dans les ostréicultures en France, sur les côtes. Voilà, c'est une bactérie du coup sur les côtes en France. Par exemple, du plomb, une éponge, elle est capable de filtrer, de bioaccumuler 1 milligramme de plomb par heure, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est par heure par litre.
Donc voilà, on est vraiment sur des choses très très précises. Ensuite, sur les métaux lourds, on a le mercure, le plomb, le cadmium, toutes ces choses-là. Certaines éponges ont beaucoup plus d'impact sur un type de polluant que d'autres. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'aller chercher un peu partout dans ces 10 000 espèces pour savoir laquelle a le plus d'impact sur le mercure, laquelle a le plus d'impact sur le plomb. Et du coup, demain, si on vient tester l'eau, par exemple, à Marseille, à Lorient, à Toulon, on est capable de savoir quel cocktail d'éponge de quel cocktail d'éponge on va avoir besoin pour avoir le plus d'impact. Ouais. Ok. Ok. C'est très intéressant justement toute cette bioaccumulation des métaux lourds. Une fois qu'ils sont accumulés par les éponges, vous pouvez les récupérer, les recycler, les revendre. Nous, on enlève ça des éponges si on veut s'en servir après. Ouais. Il y a des chercheurs qui ont réussi à le faire, en fait, qui extraient les métaux lourds des éponges de mer, qui les identifient et qui les isolent, parce qu'il peut y avoir plusieurs métaux lourds mélangés d'ailleurs. Et une fois que c'est extrait, nous, on veut les revendre, en fait. Alors, on réfléchit encore à peut-être une charte à qui on vend ces métaux lourds quand même, ce que je n'ai pas dit en anglais tout à l'heure. Mais on veut les revendre absolument à l'industrie parce que l'extraction de métaux lourds est ultra polluante. Vraiment, il faut 1 tonne de pierre à broyer pour avoir 1 gramme d'argent, par exemple. Et c'est une entreprise qui cherche que l'argent, ce métaux lourd-là. Et en fait, vu qu'ils cherchent que ça, autour, il y a plein de métaux lourds dans cette tonne de pierre et puis ils relâchent tout dans l'eau, en fait, et ça pollue directement. Donc, il faut absolument qu'on freine cette production-là classique de métaux lourds. Ok. Surtout que l'argent de l'eau, on rappelle, ne tombe pas dans l'eau comme ça. Il n'y a pas ok, très bien. Petite question, moi je pense, de Niotan, hyper intéressante. Si jamais vous aviez les fonds nécessaires, là maintenant tout de suite, ça ne pas fait longtemps, mais c'est pas le point, quel serait votre premier objectif environnemental parce que c'est d'atteindre? Tout dépend où on met l'échelle de cet impact-là, parce qu'aujourd'hui, on a déjà eu de l'impact, on a cofinancé avec, par exemple, le gouvernement tanzanien des aquacultures en mer en Tanzanie, qui ont elles, un impact autant social qu'environnemental. Donc, on a déjà eu, nous, notre premier impact suite à cette levée de fonds. Maintenant, l'impact, on va dire, à échelle industrielle, notre premier objectif, je ne sais pas, on pourrait se dire que c'est de dépolluer soit l'eau d'un port, soit une mer. L'objectif qu'on se fixe aujourd'hui, en vrai, c'est de dépolluer la Méditerranée, parce que c'est la mer la plus polluée du monde. Mais c'est compliqué de chiffrer cet objectif-là. On ne sait pas si on aura besoin de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et même, on ne sait pas s'il ne faudra pas continuer à dépolluer à l'infini, en fait. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à changer les modes de production et de consommation, on n'arrivera pas à dire, bon, bah, ça y est, la Méditerranée est dépolluée. Parce qu'en fait, nous, on va la dépolluer, mais elle va continuer d'être polluée de l'autre côté. Ok, très clair. Et cool du coup, de partir sonner potentiellement d'un port dans un premier temps, accès clairement à la mer. J'avais vu une question que je ne retrouve pas, mais ah voilà, je l'ai. Du coup, pour ce port, une idée déjà du lieu, Marseille, Lorient et Toulon pour la première agriculture. Il cherche trop d'indices dans ce qu'on dit. La prochaine fois, je dis Brest, Nice et Biarritz. Et c'est Gap, comme ça, on peut pas international. Ok, bon. Ouais. De toute façon, on est en phase d'R&D pour l'instant avec notre partenaire qui est à Boulogne-sur-Mer. Donc là, on fait ça, on fait des aquacultures en bassin. Et après, en fait, tout peut s'ouvrir à nous, mais ça va être la Méditerranée en tout cas. Yeah. Ok, très intéressant. Et concernant, on va parler encore de la localisation de ces aquacultures. On ne demande pas une ville précisément cette fois-ci, mais est-ce que ces fermes peuvent être mises en place facilement et dans des pays notamment très pauvres, ou est-ce que c'est une logistique beaucoup trop lourde qui empêche justement cette installation? Merci Drake pour cette question d'ailleurs. Je pense qu'il faut bien qu'on différencie l'aquaculture en mer de l'aquaculture en bassin. Parce que pour le coup, l'aquaculture en mer, au niveau investissement, c'est très léger. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, une éponge, on peut aller du coup la prélever. Donc, il faut demander ça à des pêcheurs qui ont les autorisations pour le faire. Ils peuvent aller prélever des éponges en s'assurant qu'elles repoussent elles-mêmes sur leurs racines. Ces éponges-là, les couper en plusieurs morceaux, passer ces éponges dans un fil de pêche et en fait les laisser en suspension dans la mer. À partir de là, on a créé une aquaculture en mer. Donc vraiment, cet investissement-là, il est très, très léger et c'est pour ça qu'on est capable du coup d'installer très facilement, même des associations comme Marine Culture, des aquacultures en mer dans les pays très pauvres.
Par contre, là, quand on parle d'aquaculture en bassin, tout de suite, c'est plus du tout les mêmes chiffres parce que on a une contrainte matérielle qui est énorme, en fait. Ne serait-ce que pomper l'eau de la mer en continu, c'est Très comment dire, coûteux, ouais. ouais, c'est très coûteux. C'est des infrastructures qui sont très lourdes, dans le sens où il va falloir un hangar, des dizaines de bassins, une pompe, toutes ces choses-là. Donc, on arrive tout de suite sur des investissements à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros, selon la taille de l'aquaculture qu'on veut. Maintenant, ça ne change rien au fait qu'on l'installe en France ou dans un pays pauvre. En fait, à partir du moment où nous, on a les fonds pour le faire, si on veut aller le faire dans un pays sous-développé, enfin, dans un pays du tiers-monde même, on pourrait le faire. Trop cool. Je prends juste cette question qui est drôle, donc c'est encore une recherche de quel lieu, mais en fait elle me fait écho pas mal en réfléchissant à Paris, oui, il y aurait la Seine à dépolluer, mais la question qui me vient, c'est est-ce que vous êtes sur les deux pans qui sont eau douce, eau de mer, ou pour l'instant très focus sur eau de mer et peut-être dans un certain temps eau douce, enfin, comment vous placez là-dessus? Je garderai la question par ouais. Là, pour l'instant, on est full eau de mer pour l'instant. Donc, et après, on ira sur l'eau douce. Et c'est vrai que nous, on a grandi près de Paris, donc dépolluer la Seine, ça serait un rêve. Surtout qu'elle est très sale depuis très longtemps. Là, il me semble qu'il y a déjà pour les JO 2024, il va y avoir une épreuve dans la Seine, donc ils vont un peu dépolluer la Seine. J'ai hâte de voir comment. Et puis si d'ici 2024, qui sait, on peut apporter notre pierre à l'édifice, ça serait ouf. Mais en fait, on a tellement un gros challenge déjà sur l'eau de mer, et le problème principal est sur l'eau de mer, donc on va se focus dessus quand même. Ok. Donc, voilà, claire sur réponse. Je prends juste celle-ci. On va aussi parler en anglais, mais justement sur l'installation, c'est des éponges qui sont potentiellement des monocultures du coup, d'une même espèce. Donc déjà, n'impacte-t-elle pas l'écosystème dans lequel elles se trouvent? Et je rajouterais même du coup comment on choisit l'espèce d'éponge. J'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait des millions. Comment on... 10 000, pardon. C'est pas cette éponge. Comment... Des milliers. N'impacte pas l'écosystème dans lequel elle se trouve si surtout on fait une monoculture d'une seule espèce, comment on choisit cette espèce? Ouais. Non, en fait, ouais, la monoculture, c'est jamais bon, que ce soit en agriculture, en aquaculture, et ça, justement, on veut combattre contre. Il y a alors il y a deux nouveaux mouvements dans l'aquaculture là qui sont en train de se créer. C'est l'AMTI, donc l'aquaculture multitrophique intégrée, qui est juste en gros mettre plusieurs espèces ensemble pour créer un écosystème. Et il y a l'aquaculture régénérative. Celle-là, elle est ultra intéressante aussi. Celle-là, elle a vraiment un impact positif sur l'écosystème tout autour d'elle. En fait, on s'inscrit dans ces deux logiques-là. Nous, on veut absolument pas produire des éponges juste pour produire des éponges. On veut très vite aller sur la MTI, l'aquaculture régénérative, mettre en co-culture ces éponges-là avec des huîtres, des concombres de mer, du saumon, qui sait demain, du bar et de la dorade en Méditerranée. Donc, ça, on y réfléchit déjà et on a des spécialistes autour de nous qui ont plein de solutions créatives et concrètes qu'on pourrait appliquer avec les éponges de mer. Donc, c'est déjà dans le pipe et c'est important de ne pas penser l'aquaculture d'éponges de mer en monoculture. Je suis d'accord. Ok, ça me fait penser du coup, parce que tu parlais là des experts autour de toi, Dorian, autour d'Aquaverse. Du coup, aujourd'hui, quelle est votre équipe? Il y a quoi comme compétences qui sont là pour réussir à nous proposer ça aujourd'hui, à se dire qu'on va réussir à dépolluer la mer avec les éponges? Ouais, on a la chance d'avoir par exemple Bertrand dans l'équipe qui lui est aquaculteur depuis 30 ans, donc c'est un des pionniers en France. Vraiment, quand lui il commençait, il cherchait des financements pour lancer ses aquacultures, les gens leur disaient mais le poisson ça se pêche, pourquoi tu veux cultiver ça? Genre vraiment on était à ce point-là. Donc lui il a énormément un réseau de fous, il a aussi beaucoup de connaissances, etc. Donc ça nous permet d'avoir sur la technique et même sur la zootechnie, qui est un peu la science, beaucoup d'informations. Et là on est en train de recruter une nouvelle chercheuse qui elle est vraiment, elle a le mindset parfait pour mener ce combat-là. Elle a la connaissance parfaite pour ça. Elle a étudié exactement ce qu'on veut étudier nous aussi. Donc ça, c'est génial. On a aussi un réseau de chercheurs, je dirais advisors, qu'on peut contacter à tout moment si on a des questions précises, etc. Et en plus des partenaires comme des laboratoires comme Nouvelle Vague à Boulogne-sur-Mer qui, eux, sont experts dans l'aquaculture. Ils ont tout un labo privé qu'on peut
réquisitionner. Ouais, et puis ils ont En cas toutes de les besoin. ressources aussi, les ressources humaines. Du coup, eux, ils ont des ingénieurs, des techniciens en interne. Des chercheurs Et aussi. des chercheurs aussi. Et le gros point positif, c'est que quand nous, on aura besoin de faire grandir notre équipe en interne sur ces sujets, on peut les envoyer en formation directement chez Nouvelle Vague. Donc, quand demain, on va embaucher du coup nos premiers techniciens parce qu'il sera l'heure de passer à la scalabilité et plus à de la recherche, on pourra envoyer nos techniciens, nos ingénieurs sur place se former avec les équipes de Nouvelle Vague. Donc, c'est très cool de les avoir à nos côtés. Ouais, c'est génial. Et du coup, le corollaire, c'est, vous nous parliez d'un écosystème avant, vous avez la volonté donc, de produire, finalement d'évoluer, produire, et après de commercialiser. Vous avez parlé de plusieurs axes de commercialisation potentiellement. Vous avez des équipes aussi qui sont dédiées à la commercialisation des produits. Comment ça se passe? Comment vous voyez les choses de ce côté-là? En fait, ça a été un peu la commercialisation des produits, c'était notre métier avant Aquaverse, du coup, comme on disait, parce que quand Dolian a lancé Jimbei en 2018, l'objectif c'était de financer la recherche directement via la revente des éponges. En fait, on a nous déjà, comme on disait, un portefeuille de clients sur les éponges de mer en retail. Donc, c'est beaucoup de Biocoop, d'épiceries bio, des savonneries, des choses comme ça. On a déjà ces clients-là. Mais là, en fait, depuis qu'on s'est lancé dans Aquaverse, c'est vrai qu'on a internalisé beaucoup de ressources techniques et marketing, en fait, et marketing com. Donc, on a un très gros pôle de dev, on a un très gros pôle com parce que c'était vraiment là-dessus, c'était ça la priorité, en fait, jusqu'à arriver à la collection d'NFT. Ensuite, une fois que la collection était sold out, il faut continuer à la faire vivre. Là, il y a les produits qui vont arriver avec le staking, la DAO et tout ça. Et on est en train en ce moment de créer une force de frappe commerciale avec un business développeur en CDI qui gère un gros hacker, un account manager et un SDR. Donc en gros, c'est vraiment on essaie de se créer un peu une suicide squad où ils ont chacun leur comment dire leur expertise. Le gros hacker, lui, va générer du lead, l'account manager va close, le SDR s'occupe du suivi client. Tout ça, c'est chapeauté par quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Donc, on est en train de relancer tout ça et surtout d'aller négocier. En fait, jusqu'à maintenant, c'était un travail de fourmi où on faisait rentrer les magasins un à un. Là, on passe à une autre échelle où on va aller directement chercher les centrales d'achat. Ou comme on le disait tout à l'heure, par exemple, quand on en parlait en anglais sur l'isolation thermique, aujourd'hui, on est en train d'essayer de nouer des partenariats sur la R&D des produits, mais aussi sur l'achat des produits. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on se met d'accord sur très bien, si votre produit atteint telle caractéristique, dans 2 ans, on s'engage, nous, à vous l'acheter dans telle quantité. Donc, c'est vraiment plus ce genre de contrat-là qu'on va aller chercher sur du volume. Donc, on n'a pas besoin non plus d'une force de frappe de 15 commerciaux, quoi. Ok. Allez, parfait. Moi, j'ai envie de continuer parce que du coup, la team m'a l'air super complète. Vous voyez où vous allez, c'est cool. Mais du coup, c'est quoi votre approche? Vous avez une approche par les risques aussi? C'est quoi les risques que vous voyez aujourd'hui à court terme, moyen terme, long terme? En plus, vous êtes dans le Web3, la crypto. Bon, le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui. Comment vous voyez les choses côté risque? Parce que vous êtes sur un panel d'activités super large. Donc, je pense que c'est une belle grille de risques que vous devez observer au quotidien. Je pense que le risque principal chez nous, c'est le défocus. On est transparent là-dessus parce qu'en effet, quand on présente le projet, si on le présente comme ça en 1 heure, le projet il paraît immense et on ne sait pas par quel bout le prendre. Au final, dans la réalité des faits, c'est pas vraiment ça. En fait, on a énormément d'idées, on peut faire énormément de choses avec ces éponges, mais on a vraiment repriorisé toutes nos actions et on va pas tout attaquer en même temps. Donc là, par exemple, je vais en parler il y a 2 grandes familles de produits, par exemple, chez nous. C'est les produits bruts non transformés, donc c'est tout ce qui va être la gamme hygiène, par exemple, et les produits, transformés. Donc, on sait qu'on va pas, par exemple, sur les produits transformés, on va se concentrer que sur un seul, qui est l'isolation thermique. On sait qu'aujourd'hui, on pourrait produire du verre pour la fibre optique, on sait qu'on pourrait extraire du collagène pour la médecine, on sait qu'on pourrait on peut faire tellement de choses, mais il faut prioriser. Donc, c'est vraiment ça le gros risque, c'est de ne pas se défocus, de ne pas prendre peur aussi devant l'immensité du défi, parce que la peur paralyse. Et en fait, on a toutes les capacités et les compétences en interne pour aller relever chacun de ces défis un à un. Pas tous en même temps, ça c'est impossible pour un humain classique, mais un à un, on n'aura aucun souci à délivrer sur chacun des points. Ok, parfait.
Convaincu? Convaincu. Petite question, peut-être tac au tac, parce que c'est vraiment quasiment des questions oui non, mais du coup, il existe des questions de doute, des questions. Il existe des éponges d'eau douce? Ouais, il en existe. Ouais. Il y a quelques espèces. Je ne saurais pas dire le nombre, mais je sais qu'il y en a. J'ai déjà vu des papiers là-dessus. Ok, trop cool. Autre question, pareil, je pense que quasiment oui non, mais est-ce qu'il existe des éponges qui peuvent être une source d'alimentation? Par exemple, ce qui est fait, enfin, un exemple, ce qui fait que c'est une algue. Ouais, c'est pour l'être humain, non. On ne va pas faire des pâtes aux éponges demain, mais il y a certains poissons qui broutent les éponges de mer. Et d'ailleurs, pendant l'évolution, il y a l'histoire de l'évolution, il y a des éponges qui ont développé des défenses en fait en verre ou en calcaire, donc des pics qui sortent de l'éponge pour éviter que certains animaux les broutent. Ça pourrait être une source d'alimentation, mais pour certaines espèces, à voir. Plutôt que d'utiliser de l'huile de poisson. De l'huile de poisson, en fait. C'est ce qu'on fait en aquaculture. On utilise de l'huile de poisson. On pêche des poissons pour nourrir les poissons en aquaculture. C'est un peu débile comme ça. Ça représente 30% de la pêche industrielle. Ouais. À l'échelle mondiale, 30% de la pêche sert à nourrir des poissons en bassin. Et on pêche à 96% au maximum du stock mondial. Il y a une partie en surpêche et une partie au max. Donc c'est... Ok. Ouais, top du coup pour cette réponse, je vais arriver. Petite juste Aerox, ta question sur les éponges qui ont déjà filtré des métaux lourds pourront-elles aussi servir au secteur des cosmétiques sans risque? Juste pour dire, on y a déjà pas mal répondu, donc si tu vas aller revoir les replays, il n'y a pas de souci. Petite réponse en 3 mots, on va la faire. C'est des éponges différentes. Il y a des éponges pour dépolluer, il y a des éponges qui poussent dans de l'eau claire qu'on vend sur des produits cosmétiques. Et pour les éponges polluées qui ont filtré, capacité de capter ce qu'elles ont filtré. Pour les mettre sur le marché. Et pour les remettre sur le marché sans ce qu'elles avaient pollué. Et nous, de récupérer en sortie les métaux lourds qu'elles avaient concentrés quelque part. Ok, comme ça, pas mal. Une question pas mal intéressante, je remonte un peu en arrière, parce qu'on ne l'a pas faite directement, elle était un peu directement très précise, de Short Plongist. Comment fournir l'impact de ces éponges IoT sur l'eau? Donc là, on a déjà, je pense, à la vision de quelqu'un qui voit un peu ce que la blockchain pourrait potentiellement apporter. Mais pour lier et tracer, je dirais, je pense, l'impact. Est-ce que une réponse là-dessus? C'est pour ça qu'on veut aussi faire de l'aquaculture en bassin. En fait, ce serait très compliqué de mesurer l'impact très précis d'une aquaculture en mer. On pourrait utiliser des... comment ça s'appelle? Les capteurs? Non, justement, genre. Les bouées? Non, en mer, il y a des espèces, par exemple, qui sont présentes que dans une certaine qualité d'eau. Ça a un nom exact, c'est les bioflocs. En gros, on pourrait voir, en pleine mer, on pourrait juste voir des seuils. Voilà, les bioindicateurs, c'est le mot que je cherchais, les bioindicateurs. En mer, on pourrait aller checker les bioindicateurs et du coup, on pourrait se dire qu'on est dans un seuil de pollution, mais on ne pourrait jamais avoir la mesure précise. Si on veut avoir la mesure précise, il faut vraiment qu'on sache la composition de l'eau que nous, on a pompée dans un bassin et la composition de l'eau qui est ressortie, elle, du bassin. Donc, ce ne sera pas de l'IoT sur l'eau dans la mer, ce sera de l'IoT dans nos aquacultures en bassin. Ok, très bien. Pour revenir à une question qui a été posée tout à l'heure, mais un peu trop précise, cette fois-ci vraiment sur les éponges qui seront en mer. Si on prend en considération les courants marins, est-ce qu'on pourrait vraiment filtrer 10 000 litres d'eau par jour, enfin, par éponge qui tiennent dans une main, comme on a dit au début? Ça rebondit bien avec la question de l'IoT, justement, parce qu'en mer, oui. Ouais, on dit même 10 000 litres d'eau par jour, mais en vrai, il y a des éponges de mer. Si on prend une éponge de mer qui fait à peu près la taille de la main, donc 10 cm3, il y a des éponges de mer qui, elles, filtrent 50 000 litres d'eau par jour. Et en fait, c'est au niveau de l'anatomie, en fait, à l'intérieur de l'éponge, il y a plein de petites flagelles qui battent, qui créent ce courant-là, et en fait, par des pores inhalants. Et ça dépend des espèces d'éponges, mais généralement, quand on le voit en anatomie simple, il y a un gros pore qu'on appelle l'oscule, où tout l'eau ressort. Et en fait, c'est vraiment l'éponge qui crée son propre courant. Ok. Merci beaucoup, c'était hyper très clair. Je pense qu'on peut finir du coup, on peut finir cette avancée par un peu des infos sur vous. Alors, il y a Shanrai qui demande un planning par rapport aux événements futurs. Alors, je fais la première partie de la réponse, après je fais la partie Aquaverse. Mais du coup, planning côté Cardashift, en tout cas, c'est exactement le patch. Et ils sont éligibles du coup au vote de la communauté sur le launchpad de Cardashift.
Il faudra voter, il faut s'inscrire pour voter avant le 2 juin et à partir du 3 juin, le vote démarrera. Et pour les élire, pour potentiellement du coup, aller plus loin, les financer et les accélérer derrière. Et de votre côté, je vous laisse donner votre planning si je ne sais pas de quels événements futurs il parle. Peut-être que vous avez quelque chose à nous transmettre, hein, une nouveauté, une news, ça peut être ça aussi. Il y a plein de choses. Déjà, ouais, l'ICO, l'ICO potentiel de notre token. Là, en gros, on va se mettre sur des rails, on va annoncer pas mal de choses. Sur le Twitter, déjà, tout simplement, vous pouvez aller nous follow sur Twitter. Il y a Younes qui fait un super taf qui met semaine après semaine tous les événements qu'il y a, mais à la semaine. Et là, en fait, on va lancer un nouveau document, un white paper qui va donner une sorte de nouvelle roadmap bien fraîche sur tout ce qui va se passer là dans les mois qui arrivent. Donc ça va arriver. Mais en gros, pour faire simple, là, les prochaines étapes, c'est les résultats de nos expérimentations, le déploiement de notre écosystème blockchain, parce que là, il y a les NFT, il y a le token qui va arriver, tous les produits qui arrivent autour avec le staking, la DAO, la marketplace. Ouais. Tout ça à une horizon 3 à 6 mois, il y a énormément de choses qui vont se passer, que ce soit sur la partie écosystème blockchain ou dans la réalité avec les éponges. Ok. Et alors, je vais l'apprendre. Encore une fois, c'est pas les projets qu'on accueille sur Kardashian ne sont pas du tout tokenisés à la base. Et la tokenisation arrivera dans le futur après élection. Ceci dit, je vais vous parler pas mal de blockchain dans vos next steps et d'écosystème crypto. Je vais prendre la question. Ne craignez-vous pas le bear market pour un peu, parce qu'on est en fin de live et que je l'accepte. Sinon, je l'aurais pas accepté il y a une heure. Des projets blockchain, on ne peut pas se mentir. C'est aussi un pan très important de notre projet. Tu vois, on ne peut pas l'éluder complètement. Et alors, on ne le craint pas tant que ça. On sait que ça va avoir un impact forcément sur la manière dont les gens vont appréhender leurs investissements sur les mois à venir. Mais pour autant, il y a de l'argent en circulation. Hein. On est en bear market, mais le market cap global reste quand même bien haut. Et je pense que sur des solutions aussi innovantes que la nôtre, je ne suis pas sûr que le bear market il ait vraiment un impact très très fort. Parce que là, quand on voit un peu finalement les possibilités qu'il y a avec ce projet-là, même en bear market, je pense que tu n'as pas envie de louper l'ICO. Et surtout, la communauté est là, je vois ça dans le chat. Ça, c'est le plus important. Complètement, ouais. Tant qu'on est tous ensemble sur le projet, ouais. On sait qu'on pourra ramener du monde, que nous-mêmes déjà on est là. Donc, et merci s'il y a des gens de la commune qui sont là, encore une fois, merci. Si on s'était lancé en bear market, ça aurait peut-être été plus compliqué. C'est clair. Mais pour le coup, maintenant qu'on est là pour la vie. Donc bear market ou pas, on va continuer à bosser. Et justement, peut-être, pouvez-vous nous dire à quoi serviront les NFT et tokens alors, sans entrer dans les tokens qu'ils utilisent, encore une fois, je le répète, mais peut-être toujours ce lien un peu ambigu qu'il peut y avoir. Vous avez déjà lancé une collection de NFT et peut-être du coup votre token que vous lancerez en ICO ou IDO. En gros, si on fait le chemin de l'utilisateur, quelqu'un qui détient un NFT, un Guardian, il peut le staker pour accumuler de notre token. Ensuite, avec son NFT, il a un droit de gouvernance du coup sur les projets que nous on va proposer. Donc, c'est la DAO qui va pouvoir décider parmi lesquels projets, lesquels elle veut financer. Donc, avec leur NFT, ils pourront décider quel projet va être financé. Avec le token, financer directement ce projet. Et à la fin de la chaîne, récupérer du coup comme un investisseur, si on peut le dire comme ça, récupérer une partie des bénéfices, donc récupérer son ROI et détenir une partie de l'impact qu'on aura eu aussi. Et on a vraiment besoin de créer les NFT, le token, la DAO, dans l'objectif de créer un écosystème complet sur la blockchain, parce que comme le disait Dolian tout à l'heure, l'objectif à terme, c'est que cet écosystème, dans le meilleur des cas, on est peut-être un peu utopiste en pensant ça, mais qui tourne tout seul. Et donc, il lui fallait toutes ces composantes-là pour pouvoir tourner tout seul. Ok, hyper clair. Je pense qu'on a déjà 1h30 derrière Dama, ce qui fait beaucoup. Et je vais finir, je pense, comme on a fini en anglais, sur une question sur votre vision, dans vos rêves, si vous avez toutes les ressources que vous pouvez imaginer. Comment vous imaginez Aquaverse dans 5, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Mais c'est quoi votre rêve pour Aquaverse pour faire rêver un peu tout le monde, votre vision un peu long terme
Parce qu'à Commerce, il y a pas mal du coup de suppositions dans le chat qui vous demandent si vous avez un écosystème, une DAO, un fournisseur majeur de matières premières pour les industries utilisant des métaux lourds. Plein d'idées, du coup, je veux bien votre version à vous, votre opinion. Ça répondra à toutes les questions à la fois. Ouais, il y a un petit peu de tout ça. Hein. Il y a un petit peu de tout ça. Il faut, comment dire, à long terme, il faut qu'on maximise notre impact. Nous, notre objectif, c'est vraiment de créer un nouveau business model, d'amener un nouveau modèle économique, même plus à l'ensemble des gens et des entrepreneurs sur cette terre, de dire, voilà, c'est possible de valoriser et de créer de la valeur en ayant de l'impact. Donc, une fois que nous, on aura réussi à prouver ça avec nos éponges, on continuera à développer ça, mais on pourra aussi peut-être appliquer ce modèle-là à d'autres projets. Donc peut-être soit nous, en interne, s'attaquer à d'autres sujets, soit accélérer des projets, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées pour la planète. Donc si nous, on a une communauté et tout un écosystème qui permet de financer, soutenir tous ces projets, pourquoi pas s'ouvrir à lancer des tonnes de projets, être un agrégateur de projets à impact sur le Web3. Trop cool. Merci beaucoup pour cette réponse. Pas mal de messages de bon courage pour la suite, de bravo. Dernière question qui était allez-vous appeler votre communauté à voter pour vous sur le Launchpad? Forcément. Oui. On va aussi les appeler à aller s'intéresser aux 9 autres projets parce qu'il y a de l'impact un peu partout et c'est important de se renseigner un peu sur tous les projets. Dans des domaines très différents, et je pense même assez complémentaires, parce que dépolluer, c'est nécessaire, on sait, vu la pollution actuelle, mais aussi changer la consommation initiale, plus loin, plus haut, dans la chaîne, c'est super intéressant. Donc, vivement un Subnautica made par Aquaverse, je plus sois cette réponse. Ça a été une des grosses inspirations de l'Aquaverse. Ouais. J'ai vu Atlantide avant aussi. Mon rêve d'Atlantide va-t-il revivre? Peut-être. Qui sait? Peut-être. Donc, on va finir, je pense, là-dessus. Merci beaucoup à vous tous les deux pour toutes vos réponses et pour le temps que vous avez pris avec nous. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. À tous ceux qui sont encore là dans le chat, les Français et tous ceux qui nous ont regardé aussi en anglais, si certains sont encore là. Je vous dis à lundi prochain pour la prochaine AMA. On va faire une petite pause ce week-end. Il y aura quand même l'impact opinion de la prochaine de Pixo qui sera publié du coup dimanche et pour une AMA le lundi soir de Pixo. Je vous invite tous à aller vous enregistrer sur Launchpad si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, préparez vos votes pour vos projets préférés. Creusez dans tous les projets. Et du coup, un lundi prochain. Merci beaucoup, tous les deux, encore une fois. Merci à tous. Et merci beaucoup. Tous les deux aussi de mon côté pour votre aide. Merci à tous. Merci. Salut. Salut.